Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Ville et bienvenue à Sac Passé. Aujourd'hui, épisode spécial sur la violence armée auprès des jeunes. Je suis content aujourd'hui, notamment, d'avoir la présence de Bert Pierre, qui est présent avec nous aujourd'hui, intervenant de proximité à Équipe RDP. Fabrice, ça va bien? Très bien, merci. Content de t'avoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Et on a également Audrey Monette, qui est criminologue et qui est, le titre est long, directrice des projets et de la recherche au réseau municipal canadien en prévention de la criminalité. Bonjour Audrey. Allô, allô. Puis je suis content d'avoir l'occasion de parler de ce sujet-là avec vous. On s'est déjà parlé séparément, mais vous avoir ensemble, puis parler de différents enjeux liés à la violence armée chez les jeunes, je suis très reconnaissant. Peut-être en commençant de manière générale, expliquez-moi brièvement, c'est quoi la nature de votre travail, en commençant par Bert? Bert Pierre, de Équipe RDP, je suis travailleur de proximité. Moi, je travaille proche des jeunes de 16 à 35 ans, présentement, qui dans l'est de Montréal. J'ai travaillé aussi à Hochelaga-Maisonneuve en maison d'hébergement pendant 5 ans. Donc, au début, j'avais un défi que je voulais aller relever avec des plus vieux. Puis, lorsque j'ai vu que la montée de la violence a commencé à réaugmenter dans l'est de la ville, mon cœur m'a appelé, puis j'ai décidé de retourner travailler dans un organisme communautaire qui était Équipe RDP pour pouvoir donner un coup de main à mon quartier, puis à ces jeunes-là qui... Rivière-des-Prairies. À Rivière-des-Prairies, exactement. À ces jeunes-là qui, eux, sont dans la détresse. Puis, ils avaient besoin d'un coup de main. Moi, ma job en tant que tel, c'est la réinsertion sociale. Je leur trouve du travail. Je suis avec eux. Je suis une oreille pour eux. Je les écoute lorsqu'ils ont besoin de parler, lorsqu'ils ont besoin de ventiler sur les différentes problématiques qu'ils ont. Je les aide lorsqu'ils ont des problématiques au niveau de la criminalité, ou qu'ils ont besoin d'un avocat, ou qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir se trouver un avocat, soit à l'aide juridique ou un avocat payant. Donc, moi, je suis là pour les aider à travers toutes leurs problématiques. Puis, je ne fais pas juste travailler avec des jeunes qui sont criminalisés. Je travaille avec des jeunes aussi du quartier, puis qu'eux, qui n'ont pas nécessairement de problématiques, qui veulent juste avoir des activités comme faire de la boxe, jouer au basket, jouer au hockey qu'aux hommes, puis tout ce genre de choses-là. Merci. Audrey? Oui, donc moi, je suis criminologue de formation. Je vais mentionner quand même, j'ai pas le titre de criminologue au Québec présentement, vu que je fais pas partie de l'Ordre et je ne travaille pas précisément au Québec. Donc, je suis directrice des projets et de la recherche pour un organisme national à but non lucratif qui sert vraiment de communauté de pratique, finalement, pour que les municipalités puissent partager des connaissances, des ressources, des informations sur les approches efficaces de prévention de la violence, de sécurité communautaire. Donc, on met de l'avant, évidemment, là, plusieurs approches qui sont tout à fait alignées avec ce que tu viens de mentionner, Bert. Donc, on parle de travail de proximité, on parle de soutien pour les familles, pour les jeunes, pour les parents. Mais c'est ça. Donc, on est vraiment là, au niveau municipal pour mettre de l'avant ces connaissances-là, mais aussi pour travailler directement avec des villes ou différents ordres de gouvernement pour les aider à identifier au niveau local c'est quoi nos problématiques, c'est quoi les enjeux qui sont les plus prédominants, parce qu'évidemment, ça change d'une communauté à l'autre. Puis ensuite, on travaille de concert avec les acteurs dans ces milieux-là pour mettre en œuvre des stratégies qui sont non seulement éprouvées là, au niveau de la science, mais qui font du sens aussi dans le contexte local, qui remplissent les besoins des résidents. Sommairement, je comprends qu'il y a comme une perspective directe qui est en contact avec les jeunes, puis il y a une perspective plus macro, je dirais, mais en même temps, en fait, l'un n'exclut pas l'autre, parce que je peux comprendre que vous parlez, puis vous comprenez dans le type d'intervention qui est propice. Absolument. Je pense qu'on est complémentaires dans tout ça. Exact, ouais. exact. Je suis curieux de continuer à apprendre à vous connaître un petit peu. C'est quoi le moment déclic qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer dans votre type de travail? Donc, Bert a parlé aussi de ton retour plus récent, mais il y a peut-être un moment déclic plus antérieur. Puis, Audrey aussi, je serais curieux de t'entendre. Ça fait des années que je travaille dans l'est de la ville. Puis, tu sais, ce qui est en train d'arriver là présentement, on pouvait le voir arriver, on pouvait le sentir. C'était des choses que, moi, de fait que je travaillais dans le quartier, de fait que je parlais avec les jeunes m'expliquaient certaines choses, je pouvais voir la gradation et l'évolution que la violence armée allait avoir. Puis, au début, je te dirais que c'est quelque chose qui venait tellement gruger dans mon cerveau, dans ma matière grise, que je voulais plus travailler on va dire en intervention, parce que je voyais comme toute la chaleur que ça allait amener ou quoi que ce soit. La pression, exactement, en tant qu'intervenant, parce que c'est lourd, là, tout ce qu'on entend. Tu comprends, toute cette détresse émotionnelle-là que nos jeunes vivent. Elle est lourde, puis elle est difficile à écouter. Puis au début, moi, ça venait me chercher dans mon petit mou à moi, là. Puis à la fin, qu'est-ce qui arrivait, c'est que
j'entendais parler un peu dans le quartier de qu'est-ce qui se passait. Puis là, les gars venaient, malgré que je travaillais pas dans le quartier, les gars venaient me voir quand même pour m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passait, pour ventiler un peu. Parce que moi, j'habite à Montréal-Nord. J'ai vécu à Rivière-des-Prairies aussi pendant longtemps. Donc, ça fait partie un peu de mon ADN, tout ça. Là, tu comprends ce que je veux dire? Donc, arrivé à un certain moment donné, quand j'ai vu que la recrudescence au niveau de la violence commençait à augmenter, ben c'est venu me chercher. Puis c'est là où j'ai décidé de me réinvestir à Rivière-des-Prairies puis de revenir pour essayer de donner un coup de main. Parce que je voyais que, de par qu'est-ce que les gars m'expliquaient, de par l'évaluation que moi je faisais du terrain, ben que les choses allaient recommencer à péter. Puis là, qu'on allait avoir besoin de se mettre ensemble en tant que communauté pour pouvoir aider nos jeunes à travers qu'est-ce qui est en train de se passer, à travers cette crise qui est en train de se passer présentement. On va revenir à Rodrigue, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as mentionné. Tu sais, tu dis, tu habites à Montréal-Nord, tu as grandi dans la RDP, ça fait partie de ton ADN. C'est comme si tu confirmais un peu ce que je mentionnais en introduction par rapport au fait que des fois, tu viens de la communauté, mais c'est difficile à expliquer, mais tu comprends les dynamiques dans la communauté. Par exemple, on parle de l'Est de Montréal dans ce cas-ci, qu'une personne qui ne vient pas de la communauté ou qui ne viendrait pas du territoire ne comprendrait pas. Ben, non seulement je la comprends, mais je l'ai vécu en tant que jeune garçon qui habitait dans le quartier, qui habitait à Saint-Michel au début, que sa mère a déménagé à Montréal-Nord et qu'à la fin, avait un sentiment j'avais la peur au ventre, moi, à chaque fois que je devais traverser de Montréal-Nord à Saint-Michel pour aller chez mon père. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le temps. Oui, parce que dans le temps, à chaque fois, je devais me tréballer de Saint-Michel à Montréal-Nord pour aller voir mon père. Puis, lorsque j'expliquais ça à mes parents ne comprenaient pas c'est quoi que je vivais par rapport à ça. Puis mes parents me disaient, ben moi, je ne t'ai pas envoyé dans les gangs de rue, moi, je ne t'ai pas donné d'amis. La seule chose que je te dis, ben, c'est d'aller chez ton père puis de revenir à la maison. Mais eux, ils n'étaient pas conscients que juste de se promener dans le quartier, ben, ça pouvait amener un fait que ben, y avait des gars qui me voyaient et disaient, ah, ben toi, d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu sors? Ce qu'on appelle les G-checks. Comme si ce que les gens viennent de faire de gangster check, là, c'est comme si les gars viennent te demander de quel quartier d'où tu sors, pourquoi tu te promènes dans le quartier. Puis moi, j'étais un jeune garçon que j'aimais le style hip-hop. J'avais toujours des double chest avec un B derrière ma tête. J'aimais le rouge parce que c'était une de mes couleurs préférées. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand tu t'habilles comme ça, ben il y a certaines choses qui viennent à toi malgré le fait que tu es dans rien. Tu comprends? Moi, je vendais pas de drogue dans ce temps-là. Je faisais rien de tout ça. Fait que, mais juste la manière que je m'habillais, la manière que je me présentais, ben, m'amenait certaines problématiques qui venaient de la rue, je dirais. Audrey, ton moment de déclic? Oui, pour moi, j'ai passé toute ma vie de jeune fille pensant devenir traductrice un jour. Puis à l'adolescence, finalement, j'ai été dans une relation où il y a eu la violence conjugale. Puis ça a changé mon parcours complètement. J'ai décidé de me réorienter, ou en tout cas, de changer finalement mon choix d'études. J'ai été faire mon bac et ma maîtrise en criminologie. D'abord, comme façon de me réapproprier un peu cette histoire-là, de comprendre. C'était comme une façon pour moi d'aller chercher des connaissances pour essayer de mieux comprendre, démystifier un peu comment j'en étais arrivée là. Tu sais, j'avais beaucoup le sentiment de blâme, si on veut. Puis c'est en travaillant, en étudiant finalement en criminologie que j'ai commencé à comprendre qu'il y a personne, en tout cas très peu de personnes qui sont de façon inhérente mauvaises, qui veulent commettre du tort, qui veulent faire mal à des gens. Souvent, il y a des causes plus profondes, il y a des facteurs qui font en sorte que certaines personnes vont commettre des torts, vont faire mal à des gens. Puis ça a été vraiment... ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, la prévention, c'est vraiment ce qui me passionne, parce qu'en bout de ligne, si on veut venir en soutien, si on veut soutenir les victimes de violences, la meilleure chose qu'on peut faire pour elles, c'est de prévenir qu'elles deviennent victimes dès le départ. Fait que je me suis réorientée vers une carrière en prévention, puis après, la prévention de la violence en général. Donc, que ça soit violence conjugale, violence sexuelle, violence par arme à feu, prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, j'aborde la prévention sous toutes sortes d'angles. Puis c'est super intéressant parce que on se rend vite compte que les causes profondes de la violence, peu importe le type de violence dont on parle, sont très, très, très semblables. Donc, les pistes de solutions pour la prévention sont assez claires. Puis ça, pour moi, ça a été non seulement... Ça a révélé en moi comme une passion pour la prévention, mais ça a été aussi super réparateur dans mon propre parcours aussi. On va certainement revenir à la question de la prévention et des solutions. Ouais. Regardons le portrait en date d'aujourd'hui.
il y a des données qui démontrent que ces dernières années, il y a une augmentation de la circulation des armes et également des crimes commis par les armes. Sur le terrain, est-ce que tu observes que ça s'est aggravé? C'est plus que visible, c'est palpable. Tu comprends, je veux dire, du par le fait que juste l'année dernière, je pense, si je ne me trompe pas bien, ça va faire 1 an, on a eu un meurtre de 3 jeunes hommes à Rivière-des-Prairies dû à une guerre qui se passe entre Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Puis ça, je pourrais dire que ça nous a affectés directement parce que c'est des jeunes avec lesquels on avait l'habitude de travailler. C'est des jeunes, il y en avait d'entre eux qui commençaient à se replacer. Puis des fois, c'est trop tard, tu sais, la réponse... Des fois, nos réponses sont trop au ralenti comparées à la réponse de la rue. Donc, tu sais, le jeune va trouver la réponse au niveau de la rue de façon instantanée. Tandis que versus, des fois, quand il va venir vers les ressources, ben, ça va être plus difficile pour lui de trouver des ressources pour pouvoir s'enligner à faire quelque chose au niveau légal. Fait que juste trouver des ressources, des fois, ça peut être tellement difficile. Fait que à base de tout ça, je te dirais que c'est pas mal ça. Là. On en parle, tu n'as pas tes notes pour nous donner en fait un portrait statistique, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'est aggravé parce que je le nomme parce que il y a déjà eu des moments où on paniquait par rapport à la violence, mais les données ne le supportaient pas. Mais on n'est pas dans un contexte comme celui-là en ce moment, si je ne me trompe pas. En ce moment, au niveau des homicides, c'est vrai qu'il y a une augmentation assez marquée à l'échelle du pays. La plupart de ces homicides-là commis avec des armes à feu, en effet. Pour d'autres types de criminalité, l'augmentation est beaucoup moins importante en ce moment. Mais oui, quand on parle d'homicide puis de violence armée, c'est vrai qu'il y a une augmentation marquée. D'ailleurs, au niveau fédéral, Sécurité publique Canada, là, au niveau du gouvernement du Canada, a récemment rendu disponibles plusieurs millions de dollars qui ont été distribués à travers différentes municipalités pour mettre en place des stratégies de prévention de la violence par arme à feu, avec un accent vraiment précis sur les jeunes, d'ailleurs. On parle de dizaines là, de villes à travers le pays qui ont reçu ce financement-là pour essayer d'adresser cette situation-là qui est marquée non seulement ici au Québec, mais vraiment partout à l'échelle du pays. Là, on parle de violence, on l'a effleuré un peu, la question des conditions. Bert, tu m'as déjà dit, Fabrice, comme la violence armée, c'est la pointe de l'iceberg. C'est vraiment, il y a autre chose en dessous. Est-ce que tu voudrais élaborer là-dessus? Parce que j'ai l'impression que... On va tenter de marteler un peu, mais ça m'intéresse de t'entendre encore sur cette question-là. Majoritairement, il faut comprendre l'historique. Il faut comprendre d'où ça vient, tout ça. Nos jeunes sont collés sur les États-Unis. Ils regardent beaucoup ce qui se passe au niveau des États-Unis. Puis aux États-Unis, présentement, il y a beaucoup d'États où tu as le droit au open carry. Ça veut dire tu as le droit d'avoir une arme légalement sur toi et de te protéger avec une arme. Puis souvent, des armes qui sont considérées comme des armes de destruction massive, mitraillettes, AK-47, comment je pourrais dire... 45, tout ce qui est automatique. Tout ce qui est automatique. Puis nos jeunes, présentement, glorifient ça. Pourquoi? Parce que dans toutes les vidéos de rap, dans tout ce qu'eux, ils ingèrent à tous les jours, ben il y a beaucoup de ça qui se passe. Tu comprends? Je veux dire, surtout les jeunes que je te parle ici au Canada, au Québec, ben nos jeunes regardent beaucoup qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis et veulent reproduire un peu tout ce qui se passe au niveau des États-Unis. Donc, cette montée de la violence-là, elle était prévisible. Pourquoi? Parce que quand tu regardais aux États-Unis, tu voyais la montée et la gradation de la violence, comme tu regardes à Chicago, comme tu me regardes un peu dans ces places-là où nos jeunes regardent des jeunes rappeurs qui viennent de là, qui, eux, font la promotion de la violence, promotion du viol, promotion des armes à feu, promotion de l'argent facile. L'argent facile. Puis, on sait ici au Québec que la problématique de nos jeunes, c'est une problématique qui est socio-économique. Tu comprends? Je veux dire, la base de la problématique, c'est faire des sous. Tu comprends? Fait que moi, je dis toujours, nos jeunes vont dans le système D pour pouvoir faire des sous. Mais pour pouvoir aller dans le système D pour pouvoir faire des sous... D pour débrouillardise? D pour débrouillardise, tu comprends? Donc, lorsqu'ils passent à travers ce système-là, ben, ils vont aller facilement trouver des gars qui vont leur dire, ben, yo, je vais te laisser un once de buzz sur le bras pour que tu puisses aller le vendre pour moi. Puis mettre deux par là, là, une fois qu'ils vont avoir l'once, ils sont 4 gars. On va dire, nous 3, on est assis alentour de la table à la maison. Puis là, maintenant, je te dis, on a tous des problématiques de sous, on se parle des problématiques qu'on a et tout et tout. Puis là, tout d'un coup, là, je te dis, ben yo, moi, j'ai un plug là qui a du buzz.
Fait que là, ça vient régler une problématique d'argent que nous, on a. Ouais. Fait que là, maintenant, tu me dis, ah ouais, t'as une plug. Je dis, ouais, on pourrait se faire des sous, là, présentement. Je dis, ah, ben, yo, appelle ta plug. Là, maintenant, j'appelle ma plug. Toi, t'arrives. Là, je te dis, OK, ben, yo, tu sais, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Là, on commence la petite gamique pour pouvoir faire des sous. Éventuellement, Audrey arrive, Audrey se fait attaquer. Et puis, Audrey se fait attaquer. Là, Audrey vient nous voir, Audrey nous dit, hey, je me suis fait attaquer, je me suis fait voler le pote que j'avais. Oh, ouais, OK. Là, toi, tu viens, tu me dis, hey, yo, j'ai une plug pour toi. J'ai un gars qui a des armes à feu. Il dit, plus jamais cet événement-là va nous arriver parce que maintenant, on va pouvoir se protéger. Fait que là, maintenant, ben là, on va chercher la plug. On a une arme à feu qui rentre. Là, une arme à feu qui rentre. Là, Audrey se retrouve sur la rue. Audrey se retrouve sur la rue pendant qu'elle est en train de travailler, vendre son dink, son buzz, dans les langages street. Donc, elle vend son petit buzz. Là, elle me dit, hey, yo, les gars qui m'avaient attaqué la dernière fois, ils sont là. Les gars, là, maintenant, nous, qui veut protéger... Les gars débarquent. Nous, on débarque. Tu comprends ce que je veux dire? Pour aller protéger Audrey, parce que c'est notre argent qu'on a investi ensemble pour pouvoir faire des sous. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à la base, toute la problématique vient de... On a besoin de faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est... Quand je parle de la pointe de l'iceberg, oui, il y a du monde qui tire. Oui, il y a des bifs qui se sont créés alentour de ça. Mais la base première, c'est que on est tous des jeunes qui vivaient dans des quartiers défavorisés, des pôles défavorisés. Moi, je pense que ça vient majoritairement de là, la problématique. Si tu regardes tous les pôles défavorisés dans l'est de Montréal, que ce soit à Saint-Michel, que ce soit à Pineuf, que ce soit à Rivière-des-Prairies, que ce soit à Montréal-Nord, ben, majoritairement de la violence va venir de ces pôles-là. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les gars vivent les mêmes problématiques et se mettent ensemble pour combattre ces problématiques de vie-là qu'ils vivent. Tu comprends? Donc, pour moi, la violence à main armée, elle commence là. Tu comprends? Excuse-moi, j'arrête pas de dire tu comprends. Mais... Non, c'est bon, c'est bon. D'après moi, la violence à main armée, elle commence là. Puis est-ce que je peux nommer tout à fait. quelque chose Vas-y. qui... Ça me fait penser parce que je pense que c'est super intéressant ce que tu mentionnes dans l'exemple de, tu sais, nous trois, on parle, on identifie une problématique, puis là, on devient comme un petit crew qui se protège, tu sais. Puis ça illustre vraiment bien cette idée que les gangs de rue, c'est pas toujours aussi organisé qu'on le pense. Puis souvent, les pistes d'intervention au niveau des gangs de rue, on va rechercher une définition qui est super précise d'une gang de rue, c'est-à-dire qu'on parle d'un certain nombre de temps, un certain nombre de personnes, certains motifs. Mais ça crée tout un angle mort, puis on perd des pistes d'intervention quand on oublie ces gangs de rue qui sont un petit peu moins organisés, qui sont un peu plus lousses, si on veut, mais qui sont quand même importantes en termes de pistes de solutions, tu sais. Fait que je trouvais que c'était super important de le mentionner, que c'est pas toujours aussi clair et identifiable qu'on croit. Ça commence par des petits groupes désorganisés. C'est ça. Puis qu'après, ben, au fur et à mesure, les gars augmentent l'échelle. Puis ça commence de plus en plus tôt présentement. Tu comprends? Depuis à l'âge de 12 ans, 13 ans, maintenant, tu rencontres des gars qui œuvrent dans la criminalité puis qui font de la criminalité. Mais lorsque tu es parti de 12 ans puis que tu es arrivé à 21 ans, on s'entend que maintenant, tu as une carrière derrière toi au niveau de excuse-moi, je perds les mots, de la criminalité qui est d'emblée là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça fait longtemps que tu œuvres là-dedans. Fait que maintenant, ça devient difficile de te sortir de là. Et en même temps, les gars gagnent des galons à monter à travers ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu as une certaine notoriété au niveau de ton quartier. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as un certain respect qui est instauré au niveau de la peur, du fait que les gars savent que tu es dans une gang de rue. Donc, à la fin, maintenant, lorsqu'on te regarde, ben, les gars, ils ont peur de toi, mais cette peur-là est combinée, comme je pourrais dire, avec le respect. Tu comprends? Fait que les gars pensent qu'en faisant peur aux gens, ben, ils vont avoir plus de respect. Fait que maintenant, veut pas, ben, vont rentrer. Puis surtout, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nos plus jeunes? C'est que souvent, ils vont rechercher de la protection au niveau de ces gars-là. Parce que les gars ne sont pas nécessairement dans les gangs de rue, mais de par le fait que la chaleur est tellement intense au niveau du quartier. Aussi, il faut dire exactement, la personne que tu vois dans les gangs, nous, dans les gangs, si je comprends bien, à la télévision, on voit le label gang de rue, mais dans la communauté, c'est ton cousin, c'est ton ami, c'est la personne de qui tu vas vouloir la protection. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que moi, mettons, je marche dans Rivière-des-Prairies, puis là, maintenant, je m'en vais au dépanneur. Mais en allant au dépanneur, il y a une voiture qui s'arrête alentour de moi. Il y a 4 gars dans la voiture, cagoulés. Là, les gars, ils sortent une arme, ils me demandent d'où est-ce que je viens. Là, je suis comme, wow, les gars, moi, je suis de Rivière-des-Prairies, mais je suis pas dans les gangs de rue. Ah ouais, t'es sûr que t'es pas dans les gangs de rue? Whatever. Mais si les gars ont un doute, il y a 2 choix. Soit les gars vont tirer sur moi, tu comprends ce que je veux dire? Soit les gars vont sortir, ils vont me tabasser, voler, prendre mes habits, puis bouger. Tu comprends ce que je veux dire? Ou sinon, mais moi, je pars à courir, puis que là, les gars, ils me pourchassent
pendant que comme si je suis en train de partir à courir. Fait qu'à la fin, je reste toujours une victime. Pourquoi? Parce que juste le fait que les gars se sont arrêtés pour me poser la question, ben, ça a créé un impact à l'intérieur de moi, tu comprends? Et c'est là où ce que nos jeunes, maintenant plus jeunes, vont penser à aller s'armer pour pouvoir se protéger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent pas la protection arriver de nulle part. Qui veut dire, ils ne sentent pas la protection au niveau de leurs parents, ils ne sentent pas la protection au niveau des écoles, ils ne sentent pas la protection au niveau de la police. Donc maintenant, quand il n'y a personne qui peut me protéger, puis que moi, je dois vivre quand même à travers tout ça, ben, je vais aller chercher la protection. Comme je dois aller la chercher, ben, s'il faut que j'aille m'acheter une arme pour être capable de pouvoir me mouvoir à Rivière-des-Prairies, pouvoir être capable d'aller au dépanneur, pouvoir être capable d'aller chez ma tante, ben, j'ai deux choix. Soit que je fais appel à mes cousins, à mes amis, qu'eux, ils sont déjà dans les gangs de rue ou qui gravitent alentour des gangs de rue ou qu'ils ont une possibilité d'avoir une arme à feu pour pouvoir venir me protéger, ou je m'en vais me griller de mon arme à feu à moi, puis maintenant je me dis, ben, regarde, n'importe qu'est-ce qui va arriver, ben, je vais être capable de me protéger par moi-même tout seul. Ce que ça me fait dire, c'est que ça confirme la question des conditions, du contexte dans lequel les gens vivent. Audrey, je me refais à toi pour poser la question. Tu sais, tu dis quoi aux parents, par exemple, qui pensent que ça pourrait jamais arriver à son enfant, tu sais, de tomber dans la criminalité? Oui, je pense que c'est important de reconnaître, tu sais, la recherche. On a 50 ans de recherche en criminologie et en sociologie qui documentent c'est quoi les causes profondes, tu sais, qui peuvent mener vers la violence, vers l'implication dans des gangs de rue. C'est assez clair, là, puis je suis certaine que tu vas reconnaître certains de ces facteurs-là dans la vie des jeunes auprès de qui tu travailles, Bert, mais on parle de, tu sais, des jeunes qui recherchent un sentiment d'appartenance, des jeunes qui recherchent un certain statut, des jeunes qui recherchent, tu sais, il y a peut-être des difficultés au niveau de la famille, donc ils vont aller chercher cette famille-là choisie ailleurs que dans leur famille plus officielle. Il y a toute la question des difficultés à l'école aussi. On sait qu'un jeune qui ne se sent pas beaucoup valorisé ou qui ne réussit pas super bien à l'école, ça crée une certaine marginalisation qui peut, tu sais, mener justement vers d'autres approches. On parle évidemment, là, au niveau plus systémique, on peut parler de la pauvreté, tu sais, des jeunes qui n'ont pas accès à un logement stable. On peut parler de le racisme, évidemment, tu sais, puis ça, on peut en parler, c'est tout l'autre sujet avec qui sont les jeunes qui vont être le plus ciblés par les forces de l'ordre en matière de répression. Parce que c'est aussi important de reconnaître que c'est pas nécessairement seulement les jeunes qui sont dans des milieux défavorisés ou dans des milieux plus difficiles qui peuvent se tourner vers les gangs de rue, mais c'est eux qui vont être le plus étiquetés ou stigmatisés comme l'étant. Et comme tu disais au début, avec le double standard, le traitement qui leur est réservé va être super difficile. Les services qui vont leur être offerts vont être super différents aussi. Mais c'est ça, en termes des facteurs plus généraux, là, c'est vraiment... souvent, on va parler du modèle écologique, là, c'est super théorique, mais il y a le niveau systémique, il y a le niveau sociétal, il y a le niveau de la famille, des pairs, puis de l'individu. Puis plus qu'il y a de facteurs qui s'accumulent dans ces différents systèmes-là, plus que le risque est élevé, finalement. Fait qu'en matière de prévention, bien, plus qu'on peut aller, finalement, prévenir ces facteurs de risque-là, bien, mieux on a de chances d'éviter l'implication dans de la violence, dans des gangs de rue. Fait que c'est ça. Au niveau de l'individu, c'est ce qu'on parlait. Pour faire du pouce à ce qu'elle dit, maintenant, là, cette criminalité-là, c'est comme une mode. Okay? Fait qu'il n'y a pas aucun jeune qui est à l'abri de tout ça. Pourquoi? Parce que tous les jeunes veulent faire partie de la mode. Tu comprends? Fait que maintenant, tu peux habiter à... Juste que je sache, est-ce que c'est tous les jeunes, mais c'est tous les jeunes qui vivent dans certaines conditions? Bien, en voulant dire que si tu as un jeune, oui, les conditions peuvent faire que le jeune va rentrer beaucoup plus facilement dedans. Mais si tu as un jeune qui est sur les réseaux sociaux, puis qui, lui, il regarde les réseaux sociaux, puis qui voit quelque chose qui attire son œil, puis que là, maintenant, dans le beat ou dans le rappeur, lui, il s'identifie à ce rappeur-là, peut-être que son entourage est aucunement dans la criminalité, mais lui, il s'identifie à ça, fait que lui, il va rentrer dans cette criminalité-là. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à ce qu'il est en train d'écouter. Tout à fait. Je fais un lien, d'ailleurs, avec ça. Parce que moi, ce que j'ai observé, il y avait du crime. Tu sais, j'ai grandi à Anjou, puis il s'en passait des choses à Anjou, tout comme il s'en passait à Celle-au-Nord. Mais j'observe que ça arrive plus souvent maintenant que dans le temps où j'étais jeune. Est-ce que c'est un lien avec ce que tu mentionnes? Ben oui, parce que présentement, dans le temps où nous, on était plus jeunes, c'est pas pour dire qu'on est des dinosaures, là, mais les ordinateurs, les médias n'étaient pas aussi poussés et avancés. Ouais. Présentement, toute la guerre qui se passe, elle se passe sur les réseaux sociaux. Donc, les gars s'automotivent directement sur les réseaux sociaux. Ils ont du beef sur les réseaux sociaux. Ils font des beats pour des diss tracks
pour Ouais. comme l'autre crew. Puis là, maintenant, veut pas, tout ça, ça amène de la confrontation, mais tout ça se passe sur les réseaux sociaux, vient se régler au niveau de la rue. Tu comprends? Donc, moi, quand je regarde, des fois, auparavant, j'ai déjà travaillé à Ville-Montréal, Outremont. C'est différent que dans l'Est de Montréal, tu comprends ce que je veux dire? Mais la criminalité, il y en a autant. La consommation de drogue, il y en a autant. Sauf que c'est une criminalité qui est beaucoup plus encadrée. Pourquoi? Parce que c'est des quartiers qui sont beaucoup plus riches. Donc, c'est pas n'importe qui peut aller s'immiscer dans ces quartiers-là pour pouvoir dire que ils vont rentrer pour pouvoir venir vendre la drogue, pour venir faire certaines choses. Pourquoi? Parce que la criminalité est vraiment beaucoup plus concise. Donc, c'est sûr que tu vas la voir un peu moins. Et en même temps aussi, au niveau de, comment je pourrais dire, comme on parlait de stigmatisation, les gens qui sont stigmatisés, majoritairement les Noirs, les Arabes, les Hispanophones, ils ne sont pas dans ces quartiers-là. Donc, eux, ces gars-là peuvent bouger sans nécessairement se faire voir. Ils passent en dessous du radar beaucoup plus facilement. Puis je pense que c'est important de mentionner aussi, tu sais, récemment, je parlais là, du financement qui a été octroyé à plusieurs municipalités pour identifier un peu c'est quoi les problématiques au niveau des gangs de rue, de la violence armée chez les jeunes. On a entendu, j'ai travaillé avec plusieurs de ces villes-là sur l'élaboration de leur stratégie. La chose que j'ai le plus entendue d'une ville à l'autre, partout à travers le Canada, c'est une certaine marque de souliers. Que les jeunes qui sont dans des gangs de rue, il y a comme... ça a été marquant, là, c'est ressorti partout. C'est les Jordan. Les Jordan, mais ça, je sais. Oui, tu parles de ce que tu dis que c'est les Jordan? C'est les Jordan. Tous les jeunes... Ils veulent des Jays. Ils veulent des Jordan. Puis la police le disait, les jeunes le disaient, les intervenants de proximité, les intervenants sociaux, tout le monde disait, les jeunes veulent des Jordan. Puis je pense... Bon, ça pourrait être des Jordan, ça pourrait être d'autres choses, mais c'est vraiment cette idée que... C'est une marque de statut, c'est un exemple de statut, des Jordan. Puis je pense que ça pousse la réflexion par rapport à quel jeune et pourquoi. Si à la maison, toi, tu dis « Papa, maman, j'aimerais ça avoir des Jordan », puis que demain matin, tu as une paire de Jordan achetée par tes parents sans problème, ou que ça soit une voiture, tu sais, n'importe quoi, si c'est plus facile d'accès, moins besoin de se tourner vers des moyens peut-être moins légitimes pour faire de l'argent pour se procurer ces 10 Jordan et ensuite aller chercher le sentiment d'appartenance, le statut dont on parlait. Fait que, tu sais, c'est des petits détails comme ça, puis c'est super culturel, puis évidemment, c'est exacerbé par les médias sociaux parce que après, c'est que tu vois qui a des Jordan. Je prends ça comme exemple, mais les médias sociaux jouent un rôle vraiment particulier. Je peux te dire, quand j'étais jeune, de un, donc tous les paires de chaussures plus chères, je fréquentais un collège qui était pas loin de l'Outremont. Les gens me faisaient se procurer des Jordan, mais je travaillais au Foot Locker, dans la place Versailles. Mais j'étais au courant de ceux qui allaient dans le backstore puis qui volaient aussi. C'est les jeunes de l'Est du quartier. Donc, je vois, le double standard, en fait, il existait. Oui. Puis les médias sociaux, ça crée vraiment... Tu sais, on a parlé avec beaucoup d'intervenants qui œuvrent auprès des jeunes, surtout dans les écoles. Puis ils disent que c'est super difficile, les médias sociaux, parce qu'il n'y a personne qui a juridiction sur les médias sociaux. Quand il y a des enjeux dans les écoles, dans un centre jeunesse, il y a quelqu'un qui a juridiction, il y a des intervenants qui peuvent mettre en place des solutions, qui peuvent travailler auprès de ces jeunes-là, qui peuvent créer des liens avec ces jeunes-là. Quand on parle des médias sociaux, tout le monde se lance la balle. C'est super difficile parce que ce qui se passe sur les médias sociaux, les conflits qui sont générés sur les médias sociaux, se traduisent dans la vraie vie. Sauf que la source du problème, il n'y a personne qui sait c'est quoi, il n'y a personne qui a juridiction. Puis il y a énormément de conflits chez les jeunes la source, c'est les médias sociaux. Fait qu'il y a vraiment une complexité quand même particulière, puis il n'y a personne qui a vraiment de solution. Puis les algorithmes vont tellement vite que c'est comme impossible de se tenir au courant de tout ce qui se passe, puis de toutes les sources là, de ces problèmes-là. Moi, tu sais, tu parles de solutions, puis je pense que, tu sais, souvent, on va chercher... Moi, et j'arrête pas de le dire, là. Moi, je pense pas qu'on va trouver la solution dans la police. Je pense pas qu'on va trouver la solution dans la répression tout le temps. Je pense qu'on va trouver la solution lorsqu'on va impliquer nos familles à travers tout ce qui est en train de se passer. Parce que, veux pas, nos familles sont en détresse présentement lorsqu'ils ont des jeunes qui décèdent. Ben, c'est les frères qui écopent, c'est les mères qui écopent, c'est les pères qui écopent. Donc, c'est des communautés entières. C'est des communautés entières qui sont touchées par ce genre de décès-là. Puis à chaque fois qu'on regarde ces jeunes-là, on les regarde juste comme des criminels, des vulgaires criminels qui sont en train de foutre la pagaille dans le quartier. Mais c'était le frère de quelqu'un, c'était le cousin de quelqu'un, c'était le père de quelqu'un. Mais puis les gens ne veulent jamais regarder réellement l'histoire de cette personne-là, d'où est-ce que cette personne-là vient et pourquoi elle a fait ce qu'elle faisait. Mais juste regarder le résultat qui est le crime que cette personne-là a fait. Moi, quand j'interviens auprès des jeunes, j'interviens auprès
de personnes, d'êtres Un humains. humain. Tu comprends? Donc, je n'interviens pas auprès d'un criminel. Lorsque je le vois, moi, je ne l'étiquette pas comme un criminel. Puis, en les étiquettant comme ça, ben souvent, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va juste les garder dans le même carcan dans lequel ils sont, puis qu'ils ne vont jamais sortir de ce carcan-là. Pourquoi? Parce que tout le monde les regarde comme des criminels. Les gens internalisent les étiquettes qu'on leur appose, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut sortir de là. Pourquoi? Parce que même, admettons, je regarde dans certains centres jeunesse dans lesquels on travaille, ben même il y a certains intervenants qui vont dire à nos jeunes, on va se revoir à telle prison, on va se revoir, de toute façon, tu as été bien servi, on va se revoir, tu vas revenir nous voir, tu vas revenir faire un tour. Fait que même on voit déjà le jeune comme un problème. Exactement, récurrent. Puis, moi, je dis tout le temps, si nous qui sommes intervenants, on n'a pas d'espoir pour nos jeunes, ben qui va en avoir pour eux? Exactement. Tout à fait. Moi, je pense que ça part de là. Ça part du fait que comme si nous devons avoir de l'espoir pour eux. Si nous, ils voient qu'on a de l'espoir pour eux, ben éventuellement, eux vont pouvoir avoir de l'espoir pour eux-mêmes et se sortir de cette gamique-là dans laquelle ils sont. Pourquoi? Parce que majoritairement de ces jeunes-là l'ont pas fait par choix. OK? Ils l'ont fait par nécessité. Du fait qu'ils avaient une nécessité, ils avaient un besoin, ils avaient besoin de combler ce besoin-là. Donc, ils sont tombés dans le système D pour combler le besoin qu'ils avaient. Tu comprends? Mais ils ne sont pas tombés là par juste... C'est sûr qu'il doit y avoir un petit pourcentage de 1% c'est une minorité qui veulent se la jouer puis qui, eux, aiment ça, la criminalité, qui aiment ça, les armes à feu, qui aiment la vente de la drogue. Mais ce n'est pas la majorité, là. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, donc, tu n'as pas à me convaincre, mais dans la conversation, je reviens quand même à la question de la police. Parce que, puis je vais partir de loin, mais ça me semble important. On a 3 ans, surtout qu'on est un petit garçon, c'est genré, mais on nous donne des autos de police, on nous donne des bonhommes de police. On regarde la télévision, on nous montre des héros, c'est des policiers, right? On est conditionné à trouver que la police, ce sont nos bons amis qui vont servir et protéger. En même temps, je vais te poser une question d'actualité par rapport à la police aujourd'hui. Montréal, c'est la grande ville qui a le plus de policiers par 100 000 habitants au Canada. Ouais. Donc, et la question se pose, est-ce que plus de policiers va avoir un impact sur le problème? Audrey, je t'écoute là-dessus. Bien, déjà, je pense qu'on peut parler de nos voisins du Sud, parce que pourquoi pas? Les États-Unis, c'est le pays avec le plus de policiers par habitant, mais aussi avec le plus de personnes incarcérées par 100 000 habitants. Et pourtant, définitivement pas un des pays les plus sécuritaires au monde. Hein? Fait que si la police et les prisons étaient réellement une solution, les États-Unis seraient le pays le plus sécuritaire au monde, et c'est pas le cas. D'ailleurs, souvent, on va comparer les villes sœurs qu'on appelle. Fait que si on compare, par exemple, Toronto avec Chicago, c'est un peu la même chose. Toronto a beaucoup moins de policiers, beaucoup moins de personnes incarcérées, mais aussi beaucoup moins de criminalité et d'homicides. Fait que je pense que déjà... Je pense qu'en 2020, ça donne que j'ai les données, mais je pense qu'en 2020, on parle de 774 homicides à Chicago, 71 à Toronto, voilà. la même année. Mais on parle de comme 6 fois plus de ressources policières puis de personnes incarcérées à Chicago dans l'État. On est à peu près là. Ouais. C'est ça, si on fait la comparaison. Mais aussi, je pense que si on veut regarder la réalité ici au Canada, je peux prendre l'exemple de la ville d'Ottawa. Si je ne me trompe pas, c'était en 2018 qu'il y avait eu l'augmentation commençait des fameux des fusillades, de la violence armée. Donc, la ville s'est assise puis a dit, bon, ben qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Évidemment, la solution qu'ils ont trouvée, c'était d'investir plusieurs millions de dollars pour investir, si je ne me trompe pas, c'était pour embaucher 90 nouveaux policiers là, sur 3 ou 4 ans. 3 ans plus tard, ils se rassoient et disent, bon, ben on va regarder l'impact de cette mesure-là. Et la violence armée continuait d'augmenter. Fait qu'ils ont dit, ben mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va encore investir des millions de dollars et on va embaucher 90 nouveaux policiers. Et 3 ans plus tard, la même situation. Fait que, je pense que juste de regarder les exemples qu'on a devant nous en termes de statistiques, c'est pas très prometteur, mais si on parle aussi aux personnes qui sont les plus impactées par ces mesures policières-là, c'est là qu'on peut entrer dans toute cette question, justement, du racisme au sein des services de police, de la discrimination envers les personnes LGBTQ, etc. Les effets sont dévastateurs aussi de ces mesures policières-là. On peut parler de la brutalité, etc. Fait que je pense que de regarder la réalité dans notre pays, dans les autres pays, ça nous donne une bonne idée, là. D'ailleurs, justement, il y a des données qui démontrent à quel point, quand il y a eu des escouades au Québec qui ont été mises en place, des fois les escouades qu'on appelle l'anti-gang ou autrement,
ça a augmenté le profilage racial. Totalement. Et donc, ça va de pair un peu avec ce que tu nommes. Puis ce que tu dis aussi, si je comprends bien, c'est que c'est pas juste la question de l'interpellation, mais ça va plus loin parce qu'un coup qu'une personne est judiciarisée, bien, ça le suit toute sa vie aussi. Absolument. Puis, tu sais, on peut prendre... On a des exemples aussi de... effectivement, à cause de ce racisme systémique-là, une personne racée, une personne autochtone, a plus de chances d'être interpellée dès le début là, par ces escouades policières, par la police en général. Après, quand on parle, est-ce qu'il va y avoir des accusations qui vont être portées? Les chances sont encore pas en sa faveur. Ensuite, présente-toi devant un juge, une personne blanche avec le même profil a plus de chances d'avoir une peine moins sévère ou pas de peine du tout. Un coup en prison, les conditions de détention vont être plus difficiles pour des personnes dont l'identité est marginalisée dans ce système-là. Et après, à la sortie, c'est la même chose. Le logement, l'emploi, ça, c'est difficile pour tout le monde, évidemment, qui est criminalisé. Mais il y a ce layer-là supplémentaire pour les personnes dont l'identité est marginalisée. Fait qu'absolument, tu sais, cette interpellation-là... Interpellation, c'est pas un mot, pas en tout. Oui, interpellation, oui, c'est ça. Dès le départ, ça va suivre la personne pour toute sa vie à cause de la façon dont le système fonctionne. Ou fonctionne pas, plutôt. C'est quoi la nature de la relation entre les jeunes puis les policiers sur le terrain? Puis, tu sais, on est présentement très critique des policiers. Il y en a qui vont dire qu'il y a des efforts qui se font. Mais je suis curieux de t'entendre. Toi, tu le vois au quotidien. Ça ressemble à quoi? Moi, je pense que présentement, c'est sûr que nos jeunes, présentement, avec la police, ils sont en aversion avec les policiers. Veux pas, parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement protégés par les policiers, mais plus considérés comme des criminels et des problèmes. Fait que chaque fois qu'un policier vient vers eux, majoritairement du temps, c'est pour les arrêter, c'est pour comme si les interpeller pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font, puis surtout, les stigmatiser admettons, si dans leur style vestimentaire, s'ils ont un certain style vestimentaire, là, tout de suite, on va leur dire que c'est des gangs de rue. Puis, souvent, quand tu es un jeune noir, gang de rue, ça veut souvent dire jeune noir. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la tête des gens. Dans la tête des gens, c'est quand on parle de gang de rue, ce qu'eux, ils voient, c'est des jeunes noirs. La criminalité, pour moi, elle n'a pas de couleur. La criminalité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur, c'est n'importe qui peut être un criminel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr et certain que de par les quartiers dans lesquels on vit, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de criminalité qui va en sortir de là, du fait qu'on vit dans des pôles de pauvreté et il y a plus de chances que nos jeunes se marginalisent à travers cette pauvreté-là, du fait que comme s'ils veulent s'en sortir, puis pour eux, la seule manière de s'en sortir, pour eux, c'est ça. Mais au niveau de la police, présentement, comme je te dis, c'est sûr que la police n'a pas les jeunes n'ont pas une belle perception de la police en ce qui s'agit de la relation qu'ils ont entre eux. C'est sûr et certain que présentement, il y a un travail qui se fait avec les policiers que je trouve que comme si qu'il n'y avait pas auparavant. Nous, en tant que nos organismes communautaires, il y a des portes qui s'ouvrent un peu plus. Ça va être beaucoup plus avec des policiers qu'on appelle les policiers socio-communautaires. Donc, les ECCR, c'est eux que majoritairement vont venir dans les quartiers, vont venir parler avec les jeunes, vont venir créer des liens entre les organismes communautaires et les écoles, les jeunes et toute notre communauté en tant que telle. Puis je te dirais que présentement, nous, à Rivière-des-Prairies, je pourrais dire que c'est quelque chose qui fonctionne quand même mieux, quand même bien, et que nos jeunes, tranquillement, pas vite, s'ouvrent à ça. Lorsque ces gars-là sont là, ils vont pas être outrés, vont pas se sentir agressés, ils font partie du décor maintenant. Puis même certaines fois, mettons, lorsqu'on fait des fêtes pour eux ou quoi que ce soit, ça va être une protection pour eux, pour pas que des gens, ce qu'eux, ils appellent les ops, les gens des quartiers, les ennemis des quartiers opposés, viennent dans nos quartiers lorsque nous, on fait des fêtes, puissent pas les tirer dessus. Fait qu'à partir de là, tranquillement, je pense qu'il commence à avoir une conscientisation au niveau de la police. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail encore qu'il y a à faire. Puis on va pas se le cacher, avec le nouveau chef de la police, maintenant, Fatih Daguerre, qui a une ouverture communautaire qui est beaucoup plus grande, je pense que ça l'aide aussi. Ouais. Je pense que comme si on continue dans cette lancée-là, ou comme si le communautaire et la police commencent à être de plus en plus
ensemble, que nos jeunes viennent, les policiers ne viennent pas voir nos jeunes juste pour faire de la répression, mais viennent dans nos activités, viennent remettre des prix lorsqu'il y a des tournois de basket, viennent parler avec nos jeunes juste pour parler une fois de temps en temps. Mais je pense que ça va pacifier qu'est-ce qui se passe entre les jeunes et la police et amener une meilleure compréhension de qu'est-ce que nos jeunes vivent dans leur réalité, dans leur quartier pour les policiers, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent... excuse-moi, là. Mais en fait, il y a beaucoup de policiers qui ne comprennent pas, qui font eux-mêmes du profilage, parce que les policiers à Montréal, sans vouloir te contredire, la plupart ne reconnaissent même pas le profilage racial. Oui, donc il faudra aussi que ça fasse partie de leur conscientisation. Je pense que comme si, éventuellement, dans les pourparlers, dans le fait que maintenant on s'assoit avec eux puis on est capable de leur mettre dans le visage ce genre de problématique-là, ben, ça va être de taper sous le clou puis de continuer à taper sous le clou. Pourquoi? Parce que le travail, ça va être un travail qui va se faire de longue haleine. Ça va pas être quelque chose de... on va parler une fois aujourd'hui puis les choses vont changer. Je pense qu'il y avait une culture qui s'opérait au niveau de la police, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais là, il y a un vent de changement qui veut s'opérer. On va savoir est-ce que ça va s'opérer ou pas. Combien de temps ça va prendre? On ne le sait pas. Mais je pense qu'éventuellement, tranquillement, avec les policiers ECCR, pour moi, si la police ressemblait un peu plus à ça, ben, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de résultats. Tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Avant de faire la transition vers une autre série de questions, j'ai une dernière question pour toi, Audrey, par rapport à la question de la police. Tu réponds quoi aux personnes qui nous écoutent puis qui insistent pour dire, quand il y a des problèmes auprès des jeunes, à court terme, ça prend absolument la police? Bien, je comprends, tu sais, la réflexion d'un certain sens parce que dans la plupart des municipalités, des communautés, la police est la seule ressource 24/7 qui est disponible, a énormément de ressources financières aussi. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, ils disent « mais je me tourne vers qui? Tu sais, il n'y a personne d'autre si je ne me sens pas en sécurité. » Puis je comprends cette réflexion-là. Puis je comprends qu'à court terme, les solutions de rechange ne sont pas toutes là encore. Fait que pour moi, tu sais, cette idée de critiquer la police, ça doit venir avec des alternatives de solutions. Puis ça, je comprends que c'est un changement qui va s'opérer petit à petit. Mais je pense que c'est important, pour commencer, d'essayer de repenser quand est-ce qu'on appelle la police, quand est-ce qu'on a recours à la police, est-ce que c'est toujours nécessaire? Est-ce que des fois, on est trop rapide à se tourner vers cette mesure-là? Il y a aussi toute une question de sensibilisation du public aussi quant aux alternatives qui existent en ce moment. Il y a toute la question des ressources aussi qui pourraient être redirigées vers, à court terme, des programmes là, qui pourraient être intéressants aussi. À Montréal, notamment, justement, on parlait de Fatih Daguerre qui a fait une sortie qui disait pour un ensemble d'enjeux, ça ne devrait pas être des policiers, ça devrait être des travailleurs sociaux, des intervenants de santé mentale. Donc, il disait la police n'a rien à faire. Il y a comme quand tu parles de vent de changement, on le voit arriver notamment à partir du discours-là. On l'entend aussi. Puis, tu sais, je travaille souvent avec des policiers dans le cadre de mon emploi. Puis, on l'entend souvent, tu sais, des policiers dire nous, on sait que parce qu'on est la ressource 24/7 dans la plupart des municipalités, quand il y a une crise qui est plus d'ordre social, psychosocial, c'est la police qui va répondre parce que c'est la seule ressource disponible. Mais la plupart des policiers vont dire on n'est pas formé pour faire ça. Puis deux, c'est pas tant ça qu'on veut faire non plus. Puis on n'est pas le meilleur acteur pour le faire. Fait qu'il y en a des policiers sur le terrain qui comprennent que de se retirer de ces situations-là, puis de plutôt offrir du financement, des ressources pour que les acteurs appropriés puissent intervenir dans ces situations-là, bien, non seulement ça va réduire le fardeau qui est mis sur les policiers en ce moment pour répondre à toutes sortes d'enjeux qui ne relèvent pas finalement de leur fonction. Tu sais, je pense que la statistique, on estime qu'entre 50 et 80 des appels au 911 sont pour des enjeux qui ne sont pas de nature criminelle. Mais tu sais, les policiers le disent, nous, ça leur met une pression énorme. C'est ça, ça leur tente pas souvent de le faire. Fait qu'il y a quand même une ouverture dans la plupart des services de police de rediriger ces appels-là. Mais je pense que là où c'est un petit peu plus difficile, c'est quand on parle de rediriger aussi le financement qui vient avec. Tout à fait. Qui, pour moi, c'est vraiment la base. Là. Je veux dire, on ne peut pas juste rediriger ces enjeux-là vers des organismes communautaires qui sont déjà sous-financés. Fait que je pense que c'est vraiment là que l'enjeu demeure. Fait que tu parles de defund the police sans defund the police. Je dis ça, quand je t'entends, c'est ce que j'entends. On parle de définancement de la police dans une certaine mesure. Ben oui. Parce qu'il y a un nombre limité de ressources.
Ouais. et les rediriger où est-ce qu'il y a peut-être un plus grand impact? Bien, absolument. Puis, tu sais, je pense que cet enjeu-là de defund the police, quand les gens l'entendent, c'est super confrontant. Tu sais, ben voyons donc, tu sais, demain matin, on n'a plus de police, on fait quoi? C'est pas tant c'est pas l'enjeu exact. de définancement de la police. C'est un projet de longue haleine que, tu sais, on prend tranquillement certains aspects des situations, finalement, que la police gère en ce moment. On les redirige vers les acteurs pertinents avec l'argent qui vient avec. Donc, oui, on retire du financement de la police pour qu'éventuellement, tu sais, plus qu'on investit dans les services appropriés, moins qu'on va avoir besoin de la police en bout de ligne, tu sais, encore là dans cette approche de prévention. Fait que oui, pour moi, définancer la police, ça veut dire rediriger des ressources. Quand on enlève des responsabilités à la police, on enlève aussi des ressources, mais ça veut pas dire que demain matin, c'est le chaos puis qu'il n'y a plus de policiers. C'est plus un travail c'est une chose à la fois. Tu sais, on identifie qu'est-ce qui peut être fait à court, moyen, long terme. Je pense qu'on s'entend qu'il y a des réponses qu'on dirait écosystémiques, très macro par rapport à ce qu'on discute. Donc, ce n'est pas des enjeux simples, Ouais. mais il doit quand même exister des projets concrets que les gens ont faits, puis qu'on se dit, OK, ça ne règle pas tout, mais ça a un impact. Tu sais, dans ce que vous faites à l'équipe RDP ou dans ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, il me semble que ce qu'on fait, telle approche, c'est vraiment quelque chose qui est porteur? Éduquer nos familles par rapport aux différentes problématiques que nos jeunes ont. Les mettre à l'affût de comment ils peuvent aider leurs propres jeunes. Moi, je pense que c'est ça qui va les aider nécessairement à se sortir des différentes problématiques. Oui, d'utiliser les services que nous, on donne. Je veux dire, je ne veux pas à l'équipe RDP, mais je pense que ça va être de mettre les familles au cœur de tout ça. Les familles dont tu parles, souvent, c'est des familles qui sont bien intentionnées, mais qui ont eux-mêmes, les parents ont eux-mêmes leurs défis. Donc, ils sont vraiment occupés, des fois, avec plusieurs emplois. Donc, si je comprends ce que tu nommes, c'est en fait de les inviter parce qu'ils sont eux-mêmes dans une situation de précarité. Ce pas des gens qui délaissent leurs enfants non, par au contraire. simple volonté. Ben, moi, j'ai des mamans qui travaillent des 70 heures, 80 heures semaine pour être capables de subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Tu comprends? Souvent, des fois, maman monoparentale, des fois même en couple. Les deux parents travaillent, puis ils doivent travailler des heures innombrables pour pouvoir payer, offrir des Jays à leurs enfants, des Jordan à leurs enfants qui coûtent nécessairement 350 $ la paire de Jays. Mais quand tu as 4 enfants, multiplie 4 enfants, une paire de Jays à 350 $, ça commence à coûter. Ouais. Puis maintenant, nos enfants sont exigeants. À la base, maintenant, s'ils arrivent à l'école puis ils n'ont pas la paire de Jays, ben, ils ne font pas partie du crew. Fait qu'à partir de là, ben là, ils la veulent, cette paire de Jays-là. Donc, les parents sont obligés de faire ces heures-là pour pouvoir, comme si... payer ce que les enfants ils ont besoin, que ce soit la nourriture, que ce soit un toit pour mettre sur leur tête, des habits pour les habiller. Ouais. Donc, ben, des fois, vont laisser les enfants tout seuls à la maison, vont avoir la clé au cou, beaucoup plus jeunes pour pouvoir vont développer cette autonomie-là chez ces enfants-là, beaucoup plus jeunes pour pouvoir, eux, aller faire des sous pour pouvoir payer qu'est-ce qu'ils ont à payer à l'intérieur de la maison. Exemple, donc tu parles de la famille, puis ça semble évident parce qu'il y a vraiment une question de justement... pas se substituer, mais vraiment avoir une approche qui met la famille au centre de la démarche. Nous, on a un truc qui s'appelle Famille M'enfant, ma famille avant. OK? On apprend à nos jeunes comment être avec leurs parents, on apprend aux parents comment être avec les jeunes, on apprend aux familles comment être ensemble, tu comprends ce que je veux dire? Puis on démystifie certaines problématiques, mais en cocon, tu comprends? Au niveau familial, il y a plusieurs parents qui sont là, il y a plusieurs enfants qui sont là. Il y a des enfants qui font des mimiques de qu'est-ce que leurs parents font à la maison, de comment que leurs parents les chicanent, ce genre de choses-là. Puis là, maintenant, les parents sont un peu surpris certaines fois de voir comment que les conscientisent. Enfants... Exactement. Fait qu'à travers ça, on trouve des solutions, mais qui viennent des familles. Parce que veut pas, je veux dire, on n'est pas 24/24 avec ces enfants-là dehors. Les gens qui sont beaucoup plus auprès de ces enfants-là, c'est leurs parents, c'est leur famille. Et moi, je dis toujours qu'il faut multiplier les acteurs de changement alentour de nous, parce qu'arrivé à un certain moment donné, moi puis les autres travailleurs dans les quartiers différents, que ce soit Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, puis Neuf, il y a plein d'intervenants qui sont là, mais à la grandeur de la problématique, on n'est pas assez pour pouvoir gérer toutes ces problématiques-là. Donc, on doit créer des acteurs de changement qui sont à l'intérieur de nos familles et qui vont nous aider à pacifier tout ce qui est en train de se passer présentement. Puis moi, je pense qu'il y a un gros problème d'amour. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que nos jeunes, ils sont en manque d'amour. Nos jeunes se sentent souvent
tassés de côté, sentent que comme c'est qu'ils sont pas importants. Et c'est pour ça que maintenant, ils veulent être la jeunesse au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se réapproprier ce pouvoir-là, en fait. On les a tellement mis de côté, ils n'avaient tellement pas de parole que maintenant, by any means necessary, ils vont vouloir prendre ce pouvoir-là. C'est un besoin. Exactement, c'est un besoin tout à fait. viscéral pour eux. Des exemples de succès, que ce soit localement, à l'international, je sais que tu en as noté, notamment en Écosse, je crois, donc peux-tu nous en parler? Absolument, oui. C'est super intéressant de regarder les évaluations de différents programmes. De façon générale, on sait que si on réinvestissait l'équivalent de 10 de ce qu'on dépense en ce moment pour la répression, le tout répressif, donc police, tribunaux, prison, qu'on réinvestissait ça en amont dans ce genre de programme-là, on pourrait voir des réductions de 50 de la criminalité et de la violence en quelques années. Des exemples de ça, notamment la ville de Glasgow, en Écosse, au début des années 2000, était qualifiée de la capitale du meurtre de l'Europe. On parlait, eux autres, c'était pas tant les armes à feu, c'était vraiment plus les armes blanches. Donc, agressions au couteau. Les couteaux, ouais, les agressions au couteau. Énormément de meurtres. Donc, la communauté s'est assise, puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'approche concertée pour mettre en place des programmes qui vont finalement prévenir cette violence-là. Fait qu'ils ont fait venir, oui, la police, mais aussi toutes sortes d'autres secteurs, là, donc l'éducation, la santé. Ils ont pris une approche vraiment qu'on appelle de santé publique, donc diagnostiquer le problème, faire un plan, puis le mettre en œuvre. Puis eux, ils ont vu des réductions justement de 50 en quelques années, puis ils ont maintenu ces réductions-là. Donc, c'est plus de 20 quelques ans plus tard, c'est pas revenu là, au niveau que c'était. On connaît... Ce qui est intéressant, je vais commenter sur cet exemple-là, c'est que ça reconnaît d'emblée qu'on est à l'intersection de plusieurs fonctions de l'État. Absolument. Puis ça, c'est terrible pour moi quand j'entends uniquement la sécurité publique parler des enjeux dont on parle depuis tantôt, alors qu'il y a santé, services sociaux, il y a éducation et on pourrait continuer. Le ministère de la Famille qui pourrait être impliqué. À tout le moins, en apparence, il ne semble pas l'être beaucoup, là. Non, puis il y a un certain momentum en ce moment au Canada. En 2019, si je ne me trompe pas, la province de l'Ontario a mandaté toutes les villes à développer un plan concerté de sécurité communautaire. Et la disposition, finalement, de cette loi-là, c'était que les municipalités devaient faire un peu ce que Glasgow a fait. Donc, faire venir tous les secteurs pertinents pour faire justement ce diagnostic, ce plan, cette mise en œuvre. Puis depuis que l'Ontario a commencé à le faire, il y a d'autres provinces, il y a d'autres villes qui commencent à suivre un peu dans les mêmes pas. Fait que ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Après, c'est à partir de ces plans-là qu'on peut identifier les programmes un petit peu plus précis, que ça soit, tu sais, on connaît le programme Ceasefire, qui est né justement à Boston, si je ne me trompe pas, qui a été reproduit à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui a eu des résultats super intéressants. Il y a les Youth Inclusion Programs aussi, que j'aime bien mentionner. Ça a été mis en place dans le Royaume-Uni, dans 72 quartiers qui avaient été identifiés comme étant un petit peu plus difficiles. Puis c'était essentiellement des travailleurs de proximité, de l'aide aux devoirs, des mentors, tu sais, des programmes de mentorat avec des adultes significatifs qui n'étaient pas nécessairement les parents là, quand c'était plus difficile au niveau de la famille. Des programmes d'aide à l'emploi aussi. Fait que tout ça a été mis en place. Puis eux aussi ont vu des résultats, là, si je ne me trompe pas, ça frôlait les 40 de réduction. Puis si on parle encore plus en amont que ça, on a des programmes comme le Fourth R, en anglais le 4e R, c'est un programme dans les curriculums scolaires qui va enseigner les relations, dans le fond. OK, fait que le R, c'est relations. Oui, c'est ça, le R, c'est relations. Fait que je pense, ils ont comme writing, reading, arithmetic, puis le 4e, c'est relationships qui ajoute à ça. Fait qu'ils vont, c'est ça, enseigner finalement les relations saines, la résolution de conflits plus positive, la gestion des émotions, tout ça, à un âge qui est quand même plus jeune. Fait qu'il y a toutes sortes de programmes aussi. Il y a le Nurse Family Partnership aux États-Unis qui identifiait, tu parlais des familles, évidemment, c'est super important, qui identifiait, c'était souvent des mères monoparentales, justement, là, qui travaillaient beaucoup, qui avaient peut-être des difficultés au niveau de la consommation. Il y avait une infirmière de santé publique, c'était gratuit, qui allait offrir du soutien à cette mère-là, soit qui est une mère enceinte, qui n'a pas encore accouché, ou une mère qui a un jeune enfant, pour aller mettre en place des structures, des petits conseils au niveau de la parentalité. Puis ça, on voyait des réductions de la violence chez cet enfant-là plus tard. Fait qu'on parle des programmes là, à long terme.
Puis, je pense que c'est important de mentionner aussi que le retour sur l'investissement de ces programmes-là, pour chaque dollar investi dans ces programmes-là, on parle de des retours sur l'investissement de minimum 7 par dollar investi. C'est le côté smart on crime, on s'en est parlé un peu. Là. Ouais. Il y a l'opposition des fois que tough on crime, qui est critiqué, devient soft on crime. C'est comme non, en minute, on est plus intelligent par rapport à la relation, par rapport à la relation au crime. On est smart on crime, puis on est tough sur les causes de la criminalité. Fait que je pense que ça, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, je vais faire un petit plug pour ceux qui, comme moi, aiment ça, aller voir les résultats d'évaluation. Il y a le site crimesolutions.gov qui documente toutes sortes de programmes comme ceux dont on mentionne, avec tous les résultats d'évaluation, les réductions qui ont été apportées par ces programmes-là. Fait que c'est super intéressant de voir ce qui peut être accompli quand on travaille justement avec les jeunes, avec les familles, en amont, plutôt que de réagir quand il est trop tard, finalement. Tu sais, pour faire du pouce un peu, nous aussi, à Rivière-des-Prairies, qu'est-ce qu'on a vu? On avait fait l'évaluation parce que présentement, nos jeunes sont frustrés. Après la pandémie, ça a créé beaucoup de frustration. Ouais. Puis là, à partir de là aussi, c'est là où nos jeunes avaient fait beaucoup de fraude pour pouvoir acheter qu'est-ce qu'ils avaient besoin de tout ça. Puis ce qu'on avait remarqué, c'est que ils avaient besoin d'une place où exulter cette frustration-là qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Puis là, à partir de là, nous, on a commencé à penser, on a travaillé avec un club de boxe qui s'appelle la Next Box, où présentement, on offre des cours de boxe à des jeunes enfants, que ce soit des enfants, des adolescents, des préadolescents, adolescents et des jeunes adultes, et même adultes, même, c'est offert à toute la famille. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que ça aide à baisser un petit peu le niveau de criminalité un peu dans notre quartier, du fait que maintenant, nos jeunes, ils ont une place où ils peuvent aller faire de la boxe, exulter les problématiques qu'ils ont, que ce soit des problématiques familiales, que ce soit des problématiques au niveau de l'école, des stress au niveau de l'anxiété, aux problèmes de santé mentale. Fait que là, quand ils viennent avec nous, là, faire de la boxe avec nous, quand ils arrivent à la maison, ils sont beaucoup plus fatigués, beaucoup plus ouverts à écouter qu'est-ce que leurs parents disent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à une place où ils ont pu frapper sur un sac, visualiser peut-être la personne qui les faisait chier à ce moment-là, au lieu d'aller violenter quelqu'un. Quelqu'un. Puis il y a toute la question du lien avec le coach aussi. Qui est super importante. Oui. Exactement. Donc, en mettant ça sur place, que nous, on a vu, c'est que ça aidait beaucoup nos jeunes. Puis là, présentement, comme on dit, c'est toujours d'aller chercher les subventions, les sous pour rendre ça un peu gratuit, parce que normalement, un cours de boxe, c'est extrêmement cher. C'est, admettons, quelqu'un qui voudrait aller prendre un cours de boxe par lui-même tout seul, c'est entre 40 et 50 $ de l'heure pour d'avoir un prof de boxe. Fait que là, maintenant, d'être capable d'offrir ça à une communauté quasiment gratuitement, ça demande qu'on fasse de la magie pour pouvoir amener ça dans nos quartiers présentement. Puis là, c'est sans compter qu'on travaille auprès de nos jeunes garçons aussi, parce que quand on regarde au niveau de la communauté, des mamans monoparentales, il y en a beaucoup. Puis souvent, présentement, être un homme dans une famille, c'est considéré comme quelque chose comme quasiment limite négatif. Mais c'est de montrer à ces jeunes hommes-là qu'ils ont leur place à travers leur famille, qu'ils ont leur place à travers cette vie-là, puis qu'eux aussi sont des modèles pour d'autres jeunes garçons, tu comprends ce que je veux dire, dans le quartier. Puis lorsqu'on leur montre ça, puis lorsqu'on leur dit qu'ils ont leur place à eux, eux aussi deviennent des acteurs de changement dans le quartier aussi. Parce que présentement, qu'est-ce qui manque? C'est des modèles positifs. OK, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il va falloir les multiplier, il va falloir les dédoubler, ces modèles positifs-là, pour pouvoir amener des changements réels au niveau des quartiers. Mais présentement, des fois, on regarde toujours les hommes comme un peu la toxicité masculine. Puis maintenant, il faut apprendre à changer un peu ce langage-là. Je pense que les hommes qui sont toxiques, c'est parce qu'ils ont vécu des choses qu'ils ont faites, ça les a amenés là, qui reproduisent. Mais si on travaille avec eux, peuvent devenir des modèles, peuvent devenir des hommes qui vont impacter leur communauté de façon positive. On est rendu à la fin. Moi, je retiens vraiment, au-delà de l'argent qu'on peut lancer dans différents programmes, c'est le regard qu'on pose sur les humains qui sont ces jeunes. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Puis, on s'était déjà parlé une fois, Audrey, de la question de la prévention par rapport à la répression. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, puis je demeure encore d'avis que des fois, c'est les deux côtés de la même médaille, parce que même quand on parle de prévention, on regarde le jeune comme un problème. Alors, ça ne réglera pas non plus la question. Ouais. Donc, de penser au potentiel des jeunes, à l'humanité qu'ils ont et qu'ils sont, c'est ce que je retiens de cette conversation-là. Moi, je pars, en fait,
nourri et inspiré d'inviter à cette question-là, de regarder les jeunes comme des humains. En quelques secondes, si vous avez un mot de la fin pour les gens qui nous regardent, nous écoutent. Je commence peut-être par toi, Audrey. Absolument. Bien, je pense que cette idée de prioriser l'humanité, puis je l'ai mentionné au début, mais je refuse de croire que pour la plupart des gens, ils veulent commettre du tort, ils veulent s'impliquer dans de la violence. Pour moi, c'est toute une question qui va bien au-delà de l'individu. Puis je pense que autant que ça peut paraître comme quelque chose de super complexe, de penser à des enjeux systémiques, je pense que ça a aussi tout un côté inspirant parce qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Puis je pense qu'en tant que citoyens, citoyennes, on peut faire avancer les choses, on peut demander à nos décideurs de réinvestir, de changer leur façon de faire. On peut aussi changer la façon dont nous, on interagit avec les jeunes, avec les personnes en situation d'itinérance, avec les personnes qui consomment. On peut s'informer sur nos propres biais, sur nos propres stigmas qu'on reproduit. Fait que je lancerai un appel à l'action, peut-être, comme mot de la fin, de dire ça nous touche tous et toutes. On veut tous habiter dans des communautés qui sont sécuritaires, où les jeunes, les familles ont tous les outils à leur disposition pour vivre des vies complètes. Puis, fait que c'est ça, je lancerai un appel à l'action pour les gens de dire, tu sais, on a un rôle à jouer, même si ça ne nous touche pas directement ou qu'on n'a pas l'impression que ça nous touche directement. En bout de ligne, la sécurité, c'est pour tout le monde. Bert? Moi, je finirais avec un mot, la bienveillance. Ouais. La bienveillance au niveau de la communauté, la bienveillance au niveau de la police, la bienveillance au niveau des familles, la bienveillance au niveau de la société. Si on a une société qui est bienveillante, une société qui vit en communauté et arrêter de se regarder comme le nombril, tu comprends? Je veux dire, tout le monde de façon, comment je pourrais dire, en silo, individualiste. Ouais. Ben, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Pourquoi? Parce que si je suis bienveillant vers toi, je suis bienveillant vers Audrey, ben, cette bienveillance-là va se multiplier partout où ce qu'on va aller. Puis je pense que c'est à travers ça qu'il va y avoir du changement. Puis je pense que, comme tu dis, rester dans l'action, ben, c'est ce qui va amener le changement aussi. Merci. On a eu l'occasion de se parler, entre autres, brièvement de l'importance de ces conversations-là, même si des fois, on peut se poser la question, est-ce que ça va faire du changement? Moi, j'ose croire que ça peut contribuer au changement. Donc, merci à vous deux d'avoir embarqué pour cette conversation au podcast. Merci au studio Parler. Merci aux gens qui nous écoutent et à une prochaine fois. Merci de ton invitation. Merci.